Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans de nombreuses cultures, le tatouage est bien plus qu'un dessin sur la peau. Il raconte une histoire, transmet un héritage et affirme une identité. Mais il peut être aussi sujet de division. Aujourd'hui, lumière sur le verbe tatouer à la croisée de l'art, des traditions et de la spiritualité. En Polynésie française, rencontre avec Patou Mamatoui, tatoueur depuis l'âge de 11 ans. Très connu sur l'archipel, il s'inspire des motifs du 19e siècle pour créer ses tatouages. Rencontre ensuite avec un autre tatoueur en Guyane. Koussali est héritier d'un savoir ancestral. Il utilise le génipa, un fruit tropical, pour fabriquer son encre éphémère, indispensable pour ses tatouages. Dans la chronique cette semaine, éclairage sur les tatouages dans les différentes religions. Tatoué, comme dans la légende du Pacifique où Mata Ora part en quête de son épouse disparue. Mais avant d'entamer ce voyage, il trace un tatouage. Je laisse Luciano vous raconter ce mythe fondateur du tatouage maori. Tatoué, comme dans l'histoire de Mataora et Niwareka. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans cette légende du Pacifique. Un jour, un chef guerrier, le voici, son nom est Mataora. Il rentre chez lui et sa femme Niwareka est partie. Hier soir, ils se sont disputés et il a levé la main sur elle. Il est rempli de tristesse. Mais sans plus tarder, il trace sur son corps un tatouage avec des terres colorées et il part dans la forêt à la recherche de sa bien-aimée. Après un long voyage, il arrive au village. Au loin, Mataora voit un homme mystérieux qu'il ne reconnaît pas. Il a des spirales noires qui encadrent ses yeux, son nez et sa bouche. Il s'approche et lui dit « Je suis Mataora, chef guerrier. Je cherche ma femme, Niwareka. La connais-tu » Le vieil homme répond « Je sais qui tu es, et ma fille est bien ici. Je pensais voir un chef guerrier, et non un homme sans coiffure ni tatouage. » Le vieil homme se lève et efface le peu de motifs de terre qui restaient à Mataora. Puis, il passe sa main sur son visage et aucune des spirales noires ne s'efface, à la grande surprise de Mataora. « Ma fille ne voudra plus d'un homme comme toi, un homme au visage changeant. » Mataora répond « Dessine sur mon visage un tatouage qui ne s'effacera pas. Ainsi, je serai toujours le même. » Il accepte. Mataora souffre terriblement. Et le père s'exclame « Nous, la douleur, nous la connaissons et nous la comprenons par cet acte. Alors, nous ne la faisons jamais subir aux autres. Mais ton peuple croit que la douleur est pareille à vos tatouages. Elle s'efface, ne se voit pas, n'existe pas. » Mataora est bouleversé. Il s'exclame « Les chemins honorables de ma vie sont ici tracés. Jamais je ne m'en écarterai. Plus jamais mon bras se lèvera sur ta fille. » Entendant ces paroles, Niwareka est bouleversée. Elle lui pardonne tout et retourne avec lui. Ainsi, en marquant sa peau, le tatouage a aussi marqué pour Mataora un changement dans sa vie. Une expérience que beaucoup vivent encore aujourd'hui. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Direction la Polynésie française, dans la capitale, à Papeete, à la rencontre d'un art emblématique de l'océan Pacifique. Tout à fait Muriel. Alors on peut commencer par dire que le tatouage polynésien, comme on le voit ici, ça vient du mot tahitien tataou, qui signifie frapper. Et qui nous a conduit à travers cette découverte du tatouage? Alors celui que nous avons rencontré, regardez, c'est Patou. Patou, il est tatoueur, il est à côté de notre journaliste Yvon, à qui on dit bonjour. C'est un tatoueur très connu en Polynésie, Patou. Aux origines, ceux qui étaient appelés Tahua Tatao, les maîtres du tatouage, pouvaient exercer l'art du tatouage considéré comme divin. Aujourd'hui, de jeunes tatoueurs polynésiens ont repris le flambeau. Comment réinvestir l'art du tatouage traditionnel polynésien? Reportage d'Yvon Le Gall. Ce matin, Patou reçoit de son studio russe, dont le corps est déjà recouvert de nombreux tatouages. En 2019, 3 tatoueurs s'étaient relayés pendant un mois
pour marquer la peau de la jeune femme. Je me préparais à un petit concours qui se donnait sur Moorea. Et au feeling, pendant toutes les séances, j'avais demandé qu'on me tatoue presque tout le corps. Aujourd'hui, Ruth a du mal à assumer ses motifs pour le moins hétéroclites, à commencer par cet immense tatouage posé sur le torse. C'était le dernier tatouage sur la poitrine. J'ai une fleur, mais on va dire que c'est... Pour moi, ça, c'est pas polynésien. Et j'aimerais donner du sens à mon tatouage. Patou doit donc réussir à transformer cette fleur en un motif polynésien. Il accepte rarement de corriger les tatouages d'autres artistes, mais il a été touché par l'histoire de Ruth. En tant qu'artiste, on aime bien aussi créer. Créer donc d'avoir des peaux où il n'y a pas du tout de tatouage. Mais c'est vraiment, quand je l'ai rencontré, j'ai pu voir aussi dans ses yeux la détresse. Et ce genre d'état d'esprit là, ça me touche vraiment. C'est pour ça aujourd'hui on le fait. C'est pour redorer un peu l'image qu'elle a de son tatouage. Et aussi pour qu'elle retrouve encore son sourire. Avec sa maîtrise des motifs traditionnels, Patou fait partie des meilleurs tatoueurs de sa génération en Polynésie. Aujourd'hui, ses clients viennent le voir pour des raisons diverses. Soit c'est le premier tatouage, soit c'est pour marquer un événement. Et à d'autres événements, c'est pour genre de thérapie. Quand je parle de thérapie, c'est que ils s'ouvrent à toi. Quand ils voient le tatouage, ça leur rappelle cette phase de guérison. La quête de paix intérieure entamée par Ruth dans les mains de Patou durera plusieurs mois, voire plusieurs années. Maruru tota o whare encore te mana. Maruru toi au no whainene iau. Cet après-midi, Patou nous emmène en pleine nature. Il est accompagné de son ami Chioti, spécialiste des motifs anciens dans le tatouage. Choti, c'est mon mentor dans la culture. C'est la personne qui m'a vraiment aidé à pouvoir développer, à pouvoir vraiment aller en profondeur dans les pratiques ancestrales. Ce Polynésien a participé activement à la renaissance du tatouage il y a plus de 40 ans, en étant parmi les premiers à se faire tatouer intégralement. Il continue aujourd'hui à transmettre ses connaissances, notamment lors des conférences. Le tatouage, c'est vraiment, ça nous ancre en tant que Polynésiens, spécialement today, aujourd'hui, dans notre identité. Quel village, quelle île, quel groupe d'îles tu viens. Le tatouage le dit. Être tatoué, c'est ta généalogie à l'époque. Cette identité et cette généalogie gravée dans la peau des Polynésiens ont été interdites à la fin du XVIIIe siècle à l'arrivée des missionnaires européens. Le tatou, mot tahitien d'où est dérivé le terme tatouage, était considéré alors comme une coutume païenne et réprimée par le roi Pomaré, récemment converti au christianisme. Pendant plus de 150 ans, les techniques, les motifs et les significations se perdent. Les tatouages sont sauvés in extremis grâce au travail du médecin psychiatre allemand Karl Vandensteinen en 1897, qui a photographié et dessiné les derniers marquisiens tatoués. Quand tu vois sur moi, j'ai du tatouage marquisien que j'ai fait dans les années 1988 aux îles Marquises, celui de Tahouta, au sud, tout le côté gauche. Après, tu vois, à la droite, c'est du tahitien. Dans les années 2002, je me pose la question, je suis tahitien, pourquoi je fais du marquisien? J'étais le seul. On est en l'an 2003, 2004. Et j'ai arrêté de faire le marquisien à cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Pour Chioti, si les Polynésiens veulent continuer à faire revivre et transmettre leur culture, après un siècle et demi d'interdiction, cela doit passer par un réveil pluridisciplinaire. C'est pas seulement le tatouage. La sculpture, la langue, les rituels, les cérémonies, être orateur, la danse, chef de groupe. En faisant nos rituels, en parlant notre langue, les ancêtres d'un temps très reculé sont toujours vivants à travers nous.
C'est dans cet esprit que Patou pratique plusieurs fois par semaine une discipline ancestrale interdite également par le Code Pomaré, la danse du feu. Un moment de ressourcement après de longues journées à tatouer. Je pratique la danse du feu parce que ça me permet de m'évader et de me recentrer. Et en même temps, ça me permet aussi de me recharger et de me donner plus de force. Cette danse est l'occasion pour Patou d'exposer ses propres tatouages réalisés par d'autres maîtres de la discipline. Sous les flammes dansantes, les motifs s'animent, le tatouage et la danse du feu incarnent plus que jamais l'identité de la culture polynésienne. C'est un privilège pour moi de vivre ma culture et de me rappeler qui je suis et d'où je vis. Quelle est ma lignée, ma généalogie et qu'est-ce qui me connecte tant à cette terre et à ce monde invisible. Qu'est-ce qui fait de moi un Polynésien, un Tatamaro aujourd'hui? C'est une fierté. Direction maintenant Paris, à la rencontre de notre invité pour continuer à parler du verbe tatouer. Bonjour Teiki Oukena, merci d'être avec nous. Vous êtes tatoueur et membre de l'Académie marquisienne. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir tatoueur d'ailleurs? Kahonui, c'est le bonjour en marquisien. Merci de m'inviter. En fait, le tatouage marquisien était déjà dans ma famille. J'avais un cousin qui pratiquait le tatouage marquisien. En fait, cette pratique était interdite quand j'étais petit. Cependant, mon grand-père qui m'avait élevé avec ma grand-mère, on pratiquait dans la famille la sculpture marquisienne, comme par exemple le tiki qui est juste derrière moi. Et cette forme de culture du tiki, le tatouage marquisien, les symboles de tatouage marquisien vient justement de cette culture du tiki, hein, que ce soit de la sculpture et que ce soit les gravures ou la peinture marquisienne sur le tapa. Hein. Voilà. On a aperçu vos tatouages. Est-ce que vous pouvez nous les montrer, notamment sur les avant-bras, et qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Là, en fait, oui, c'est des tatouages que j'ai sur les bras, j'en ai un peu aussi sur le torse. C'est surtout, en fait, une façon de marquer les symboles de nos ancêtres sur soi pour leur rendre hommage aussi. Je partais souvent avec mon grand-père voir les anciens, sur mon île, en fait, pour parler justement de ces motifs marquisiens, surtout ce que voulaient dire ces symboles par leur nom. Et puis, je me suis beaucoup penché aussi sur les travaux qu'il y a eu sur le tatouage marquisien par le docteur Karl von Ensteinen, qui est venu en fait au 19e siècle et qui avait justement noté tous ces symboles. Et comme il portait des noms, des motifs en rapport avec les mythes, et puis surtout la signification de ces noms, c'est ce qui a permis de percer les symboles marquisiens. Et en quoi l'art du tatouage varie d'une culture à l'autre dans le Pacifique? En fait, pour bien le comprendre, si on prend l'exemple de Mayotte et la Réunion, vous voyez, la distance qu'il y a entre Mayotte et la Réunion, c'est à peu près la distance qu'il y a entre les Tahiti et Marquises. Il faut comprendre que les cultures, même si elles ont des racines communes polynésiennes, la culture, elle se développe de manière spécifique à cet endroit. Et parmi ces cultures, d'ailleurs, est-ce que la racine, c'est pas aussi la sacralité qu'il y a dans le tatouage? Il y a un lien avec la spiritualité à chaque fois? Oui, alors, concernant le tatouage, comme la légende qui a été évoquée tout à l'heure, là, c'est une légende de Nouvelle-Zélande avec Mataora. C'est une... comment dire? Toutes ces pratiques, que ce soit même la sculpture hein, ou toute autre activité des hommes sur les îles, sont considérées en fait comme des gestes divins. Et l'homme n'est en fait que d'une certaine manière c'est celui qui
qui transcende au travers, comment dire, des souhaits des divinités et qui pratiquent donc le tatouage ou la sculpture ou fabriquer une pirogue ou fabriquer une maison. Tout ça, en fait, c'est régi par des règles sacrées, par des esprits, toujours. Et aujourd'hui, comment a évolué la symbolique du tatouage polynésien? Alors, si vous voulez, le tatouage marquisien, par exemple, c'est celle qui est plus facile à regarder dans son évolution, puisque nous avons des images du début du 19e comment dire, et début du 20e. On peut comparer l'évolution du tatouage marquisien, et après, elle s'est arrêtée là parce qu'il y a eu plusieurs interdits. Et comment dire, quand elle a été totalement interdite, comment dire, le tatouage n'a plus évolué. Il est resté tel qu'il était sur des photos. Alors qu'à Tahiti, vous voyez, par exemple, déjà en 1819, comment dire, les Tahitiens et même l'archipel des îles sous le vent étaient encore bien tatoués. Et petit à petit, en fait, la pratique s'est fait oppresser jusqu'à ne plus être pratiquée et a disparu avec le temps. Donc, n'a pas survécu jusqu'au XXe siècle. Et si vous voulez, c'est un retour qui a été ravivé par le Festival du Pacifique dans les années 80 à Tahiti. À ce moment-là, comment dire, ils se sont penchés, enfin les artistes tatoueurs en fait se sont penchés sur les ouvrages de Carl von Ensteinen, de Handy, et aussi plus anciens, c'est des ouvrages aussi des Russes. Et ils se sont, comment dire, appropriés à cette époque-là pour en faire le nouveau tatouage aujourd'hui polynésien. C'est ce qu'on appelle le tatouage polynésien moderne. La modernité même, on est venu à rajouter de l'ombrage avec des formes de plus en plus en spirale ou d'autres formes sur d'autres animaux, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était passionnant. Merci Teiki Ukena. Je rappelle que vous êtes donc tatoueur et membre de l'Académie marquisienne. Prenons maintenant la direction de la Guyane. Aurélie, et je vais vous laisser lire où nous allons très exactement. On va à Awala Yalimapo. Vous savez pourquoi on va là-bas ? À la rencontre d'un Amérindien, oui, vous le savez, et qui perpétue la tradition autochtone. Tout à fait. Alors, cet Amérindien, regardez, c'est Kusali. Il a 48 ans, il est maître dans l'art du tatouage éphémère amérindien. Il tatoue des symboles traditionnels qui représentent des éléments de la nature, des mythes des peuples autochtones d'Amazonie. Et comment s'y prend-il ? Alors, il utilise le génipa. C'est un fruit amazonien dont la pulpe contient un pigment noir, et voilà ce que ça donne. Vous voyez ici sur le bras de ce jeune garçon, son pigment ne reste sur la peau qu'une dizaine de jours. Mais pour Kusali, c'est un moyen de graver à jamais ces symboles dans les cœurs. Qu'est-ce que le tatouage amérindien ? Quel sens a-t-il pour celui qui le porte ? Reportage de Maxime Lequeux. J'ai découvert des peintures corporelles avec ma tante. Elle m'a beaucoup expliqué des choses. Et à travers ces explications, je me suis dit, je suis un Amérindien Telewuyu de la communauté Kalinia. Et j'ai une valeur. Il faut valoriser tout ça. Là, je suis en train de râper le fruit du génipa. C'est la base pour faire une peinture traditionnelle, qu'on appelle chez nous tabulupo. Ces tatouages-là, c'est très spirituel et ce sont des tatouages qui ont été appliqués autrefois, surtout sur des personnes endeuillées. C'était des manières de se connecter aux esprits. Pour moi, c'est beaucoup plus une manière de se connecter à moi-même déjà en tant que Kalinia et en même temps à ma tradition. Là, l'encre est prête à utilisation. Faël, je choisis ces motifs par rapport à la personne.
C'est un petit jeune qui n'est pas tatoué, il a 10 ans. Là, je suis en train de faire l'emblème d'un poisson qu'on appelle le Ramanta, qui signifie la sagesse parce qu'il est jeune. Il est pas là? Il est là? Il me voyait? Il y a des jeunes d'ici, des particuliers qui viennent me voir juste pour se faire plaisir. Et puis il y a certains familles qui sont endeuillées, qui viennent me voir pour me demander de faire des peintures pour eux. Ce sont des tatouages éphémères. C'est une manière de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est décédé, la manière de nous passons sur la terre. C'est pour ça que c'est éphémère. En même temps, cette couleur montre aussi qu'une fois qu'on a quitté le monde des vivants, ben, on est dans le noir. Puis mes derma, Muxal Bogo, Amamiana autant. Là, je suis avec ma fille. Je vais montrer à ma fille des différents dessins que j'ai pensés. De plus en plus, les anciens, ben, ils partent. Donc, au lieu de laisser tout ce qu'ils ont appris, il faut le transmettre. J'ai dit à ma fille, je serai un exemple. Les nouvelles générations, ben, il y en a qui ne savent pas les dessins, qui ne savent pas le faire. Si je garde cette culture en moi, je pourrais le transmettre aux jeunes. Mon héritage, ce serait que mes enfants apprennent à faire le dessin corporel. À eux de transmettre après, à ses enfants ou peut-être à son frère, je ne sais pas. Là, je serais fier de moi. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, éclairage sur le tatouage dans les différentes religions. Exactement, Muriel. Et on va commencer par faire un point sur les religions abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. On commence par les chrétiens. Alors, on trouve une source dans le code de sainteté du Lévitique, dans lequel Dieu donne les prescriptions rituelles au peuple d'Israël. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On y trouve la phrase « Vous n'imprimerez pas de figure sur vous », mais la doctrine de l'Église catholique n'interdit pas formellement le tatouage, même si la vigilance est de mise quant aux motifs qui sont tatoués. Ensuite, dans le judaïsme, l'interdit, là, il est beaucoup plus formel. Donc la Torah interdit toute modification irréversible du corps, avec pour valeur principale le fait que le corps n'appartient pas à l'homme et qu'il devra le rendre intact. Ensuite, la troisième... Le Coran, je suppose, l'islam. Exactement. Donc dans l'islam, le Coran ne mentionne pas directement l'interdiction du tatouage, mais les musulmans n'ont pas le droit de causer des dommages à leur corps. Par ailleurs, modifier son corps aboutit pour les musulmans à modifier la création. Ces principes ont conduit les penseurs de l'islam à considérer le tatouage comme illicite, donc interdit. Et y a-t-il une religion qui autorise concrètement le tatouage? Oui, il y en a une. Regardez. Est-ce que vous reconnaissez le symbole? C'est chez les hindous. L'hindouisme, exactement. Alors, on trouve des tatouages éphémères et permanents. Pour le tatouage éphémère, je vous ai choisi une petite image, regardez. Alors ça représente le tatouage du Mendi. Le Mendi, il est dessiné sur les mains des mariés et précède chaque cérémonie de mariage. Les motifs représentent l'amour, le bonheur et la prospérité. Mais là, on parle donc du rituel, mais est-ce que le tatouage, il a une influence concrète sur la spiritualité? Tout à fait, Muriel. Et j'ai un autre exemple qui est juste là. Regardez ça. Alors là, on voit un tatouage d'une divinité sur le dos de cet homme qui se baigne dans le fleuve du Gange, un fleuve sacré. Cette divinité, c'est le dieu Shiva. C'est le bienfaisant, celui qui porte bonheur, mais c'est aussi un destructeur. Celui qui porte ce tatouage, il est censé profiter de sa puissance et de son invulnérabilité. Et j'ai vu aussi des tatouages avec des écritures. Ça signifie quoi? Alors, ces écritures, bien souvent, ce sont des mantras. Comme celui-ci, là, c'est un tatouage éphémère. En sanskrit, il est écrit « Jai Shri Ram ». Je ne vais pas le dire avec l'accent, je ne suis pas sûre de moi. Ça signifie « Gloire au Seigneur Rama ». Rama, c'est la 7e incarnation du dieu Vishnu, le protecteur de l'univers. En prononçant ce mantra ou en le tatouant, le croyant invoque les bénédictions du dieu Rama, qui est source de réconfort et de force pour affronter les épreuves. En résumé, si dans plusieurs religions, le tatouage a fait l'objet d'interdictions formelles, dans l'hindouisme notamment, ils peuvent représenter des actes d'adoration en recherche de la sagesse et de la protection divine.
Merci Aurélie. Et sur le site d'Outre-mer La Première, plusieurs articles et reportages vous parlent donc du tatouage, notamment dans nos territoires ultramarins, un héritage polynésien qui s'est exporté un peu partout dans le monde et qui continue d'évoluer. Et puis, savez-vous qu'une BD, une bande dessinée, retrace justement cette pratique ancestrale en Polynésie? Son nom, tout simplement, Le Tatouage de Jérôme Pierrat et Alfred. Et cette BD permet un voyage à travers le temps et la planète. Un article lui est consacré donc sur le site d'Outre-mer La Première et la bande dessinée est à retrouver aux éditions Le Lombard. Et vous pouvez revoir cette émission et toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus inédits que vous n'avez jamais vus. Et qu'avez-vous pensé de cette émission? Dites-nous sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Alors, tatoué, Aurélie. Alors, tatoué. Moi, j'ai un petit tatouage. Oh, vous l'avez peut-être remarqué. Oui, oui. Donc, ce tatouage-là, je l'ai fait il y a 10 ans en arrivant à Paris. C'est le Home. Le Home, vous savez, c'est la vibration de l'univers. Voilà, c'est les voix qui s'unissent dès qu'on sort cette vibration-là. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi en lien avec la recherche du temps perdu de Proust. Ah, d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais c'est une histoire trop longue à raconter. En fait, c'est ça pour moi. Le tatouage, c'est quelque chose qu'on voit de manière superficielle, mais qui traduit parfois quelque chose de bien plus profond. Oui, c'est vrai. Et vous, Muriel? Moi, j'ai pas mal fréquenté des amis martiniquais qui, eux, avaient tatoué soit un colibri, soit une fleur qu'on appelle l'oiseau du paradis, comme un signe d'identité et que leur île, finalement, leur collait à la peau, mais aussi leur collait au cœur, parce que, eh bien, pour eux, c'est aussi une manière d'avoir toujours leur île dans leur cœur, quel que soit l'endroit où ils sont sur la planète. Et vous, racontez-nous votre tatouage, si vous en avez un, bien sûr, en vous souhaitant une belle semaine. À bientôt. Continue.